Bienvenue dans Suspect numéro 1, votre magazine de faits divers. Quelles sont les sources d'inspiration des assassins? C'est toute la question de l'intrigue criminelle de ce soir. Voici une histoire tellement machiavélique qu'elle fait penser à un polar diabolique. Au départ, un accident dramatique dans le Val d'Oise. Un imprimeur de 42 ans, Jean-Bernard Witorska, est retrouvé mort sur son banc de musculation à Sarcelles, en Île-de-France. Sa carotide a été écrasée à la suite de la chute de ses haltères sur sa gorge. A priori, rien de mystérieux. Et pourtant, un coup de fil anonyme alerte la police. L'APJ de Versailles débute ses investigations. Et c'est alors qu'une des enquêtrices, qui s'appelle Aurore Piana, va s'apercevoir que l'accident du banc de musculation ressemble comme deux gouttes d'eau à un épisode de la série Columbo. Le ou les assassins ont-ils voulu copier le crime presque parfait diffusé à la télévision? Les policiers français vont-ils avoir autant de flair que le héros américain? Parfois, vous allez le voir, la réalité dépasse largement la fiction. Voici l'affaire Cézelet de Vanessa Némé et Benjamin Koalik. On le retrouve sur son banc de musculation, avec une haltère de 50 kg à travers de la gorge. Tout porte à croire que c'est un accident. C'était un gros choc. Après ça, j'ai senti comme le monde s'écrouler, quoi. Je suis tombée sur l'épisode qui s'appelle donc Exercice fatal. Et je suis tombée en arrêt parce que j'avais devant ma télévision le même film que je venais de vivre avec l'affaire Witorska. Ça ne peut être que vous. Et alors, grande stupéfaction, ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui est un évadé. Il y a 5 ou 6 condamnations à son casier pour des affaires qui ne sont pas des petites affaires, pas du tout. Les lettres de menace qu'il fait parvenir à Elisabeth sont d'une grande violence parce qu'il la traite de salope, il lui demande de revenir sur sa version. C'était invivable pour elle, c'est parce que c'était permanent. Même pas 24 heures après, elle va à l'agence de la compagnie d'assurance et demande le déblocage des fonds. En fait, elle n'avait rien à foutre de ses enfants. Tout ce qui l'intéressait, c'était Cézelet et le pognon. La vie de quelqu'un... elle vaut ça? Non, elle vaut pas ça, la vie de quelqu'un vaut plus cher. Surtout la vie de mon père. Nous sommes le 17 juillet 1995, au 36 quai des Orfèvres, à Paris. Il est 10 h du matin. Pour ce policier, la journée s'annonce ordinaire. Mais dans un instant, tout va basculer. Une femme est à l'autre bout du fil. Sa voix tremble, elle semble très inquiète. Le policier tente de la mettre en confiance. Alors, dans un premier temps, il lui demande de se présenter. Mais la jeune femme refuse de livrer son identité. Cette jeune femme veut rester anonyme parce qu'elle a très peur. Elle est terrorisée, elle veut faire triompher la vérité, mais ne veut surtout pas apparaître dans la procédure. Qui est cette jeune femme anonyme? Pourquoi est-elle si effrayée? Et surtout, quelle terrible vérité détient-elle? Ça. Le policier ne tarde pas à connaître son lourd secret. Elle lui livre une incroyable histoire. C'est pour dénoncer un meurtre. Une personne a été tuée. Et on veut camoufler ce crime. Un meurtre maquillé, en accident. La mystérieuse jeune femme vient de dénoncer un assassinat. Mais le policier s'interroge. Et si l'inconnu mentait? Très vite, elle se montre convaincante. Et elle va livrer des détails précis, notamment l'identité de la victime. Cet homme, c'est un certain Jean-Bernard Witorska. On le retrouve sur son banc de musculation, avec une haltère de 50 kg à travers de la gorge. Tout porte à croire que c'est un accident. Jean-Bernard Witorska est-il mort d'un accident de musculation? Ou a-t-il été exécuté? Ce coup de fil anonyme remet tout en cause. Pour le policier, le doute n'est pas permis. Et le commissaire Aurore Piana, à l'époque inspecteur, ne le sait pas encore.
mais elle va se retrouver au cœur d'une incroyable enquête menée par la PJ de Versailles. Au démarrage, la source de l'information qu'on nous donne, c'est une information qui est fiable. Donc on se dit, on s'appuie dessus, on y va, on ne se pose pas de questions. Et pour cause, les enquêteurs n'ont pas de temps à perdre. Car ils découvrent que le corps de Jean-Bernard Wiktorska est sur le point de disparaître à jamais. Il y a véritablement urgence, et urgence absolue. Parce que le corps de cette victime, soi-disant décédée de cause naturelle, doit être incinéré le jour même au funérarium de Gonesse. Quand nous, on a l'information à 16h, c'est pour nous une question de temps. La crémation étant programmée en fin de journée, on réagit tout de suite. Incinération, corps brûlé, cendres, plus de corps, plus de traces. Donc nous, là-dessus, on est des enquêteurs, il nous faut le corps. Pour les policiers, c'est une course contre la montre qui s'engage. Ils arrivent, mais pratiquement en courant dans cette salle. Mon collègue, quand il arrive au funérarium, tout de suite, il prend contact avec le responsable, il dit voilà, stop, nous avons une décision de justice, une enquête est en cours, ce corps ne peut pas partir à la crémation. On va placer les scellés, emporter le cercueil, de façon à ce qu'il soit examiné par ailleurs. Il s'agit pour les policiers d'en avoir le cœur net et de vérifier si la mort de Jean-Bernard Wiktorska est bien naturelle. Or, seule une autopsie peut élucider cette énigme. Le corps est alors immédiatement transporté à l'Institut médico-légal de Garches. En attendant les résultats, les policiers vont enquêter sur la victime, inconnue de leur service. À 42 ans, Jean-Bernard Wiktorska était un homme comblé. Cet ouvrier imprimeur vivait avec son épouse Nadège dans cet appartement à Sarcelles, en banlieue parisienne. Le couple Wiktorska vit parfaitement en harmonie. C'est un couple très heureux qui adore leurs enfants. C'est vraiment une bonne famille, une belle famille. Le couple a 2 garçons. L'aîné, Benjamin, 11 ans, et le plus jeune, Romain, 7 ans. Pour la première fois, les 2 frères ont accepté de témoigner. On était gâtés, on avait une bonne éducation. Je vois ma famille heureuse, je vois mes parents amoureux. Alors pourquoi éliminer un père de famille sans histoire? Les enquêteurs vont retracer les dernières heures de la victime. Et voici très précisément, à en croire son épouse, ce qui s'est passé ce fameux 14 juillet. Les enfants ont été déposés chez une amie, sont en vacances. Si bien que le couple se retrouve en tête à tête au moment du 14 juillet, de la fête du 14 juillet. Vers 13h30, le couple déjeune autour d'un repas bien arrosé. Jean-Bernard boit un petit peu plus que de raison, pas mal de pastis, du rosé. Jean-Bernard sait qu'il a trop bu. Alors vers 17h, quand Nadège lui propose de dîner chez une amie ce soir-là, il n'y tient pas beaucoup. Il préfère rester, faire un peu de musculation et se reposer car il se sent fatigué. Jean-Bernard promet alors à son épouse de la rejoindre. Comme elle le dira plus tard, Nadège part l'esprit tranquille chez son ami. Oui, il vient plus tard. Mais le temps passe et son mari n'est toujours pas là. Ça fait au moins 2 heures qu'il aurait dû être là, tu vois. 2 heures qu'il aurait dû être là, et c'est pas son genre. Tu veux l'appeler? Je crois que c'est bien de l'appeler. C'est pas normal. Alors elle va lui téléphoner à de nombreuses reprises. Mais personne ne répond. Elle commence à s'inquiéter. Tu vois, ça sonne, il répond. C'est comme un fou, non? Où est-il? Que fait-il? Où en est-il? Et au bout de quelques heures, elle convainc son ami de venir l'accompagner pour aller à son domicile. Écoute, je peux pas rester là comme ça à attendre. Nadège est terriblement inquiète. Elle décide donc de rentrer en catastrophe chez elle, à Sarcelles.
Jean-Bernard? Dans l'appartement, le silence règne. Et toutes les pièces sont plongées dans le noir. Seule une faible lumière dans la chambre du couple attire l'attention de son ami. Et elle aperçoit Jean-Bernard qui est allongé sur le banc de musculation, qui ne bouge pas, qui ne répond pas. Elle lui tâte le pouls. Et c'est là qu'elle va constater que Jean-Bernard est bien décédé. Nadège est effondrée. Son ami va alors prendre la situation en main et alerter les secours. Il constate la présence d'un homme allongé sur un banc de musculation avec une haltère posée en fait en travers de la trachée, penché sur le côté et les bras pendants. Interrogée, Nadège tente d'expliquer le drame. L'épouse dit que son mari avait beaucoup bu, qu'il était fatigué. Que vraisemblablement, il a voulu se livrer à quelques exercices. Il a fait un malaise, il a lâché la barre. Et que celle-ci est venue l'étrangler. Pour tout le monde, il est mort asphyxié. C'est l'option que prend ce médecin, les policiers, tout le monde est là. Et effectivement, on reste sur quelque chose qui extérieurement est plausible. On a un certificat médical qui constate un décès accidentel. Point. Alors que Benjamin et Romain sont en vacances loin de chez eux, c'est leur mère Nadège qui va leur apprendre la terrible nouvelle par téléphone. C'était un gros choc. Après ça, c'est un coup de fil. J'ai senti comme le monde s'écroulait, quoi. Comme si devant moi, le paysage, tout était en train de tomber, quoi. Une impression de morsure, ouais, un truc qui fait mal, qui fait très mal. Et derrière, où j'ai pleuré. Ouais. Les deux frères sont anéantis. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car si dans un premier temps on a cru à un accident, l'auteur du coup de fil anonyme est catégorique. Leur père a été assassiné. Alors ce 14 juillet, que s'est-il réellement passé? L'autopsie va y répondre. Nous sommes le 18 juillet 1995, à l'Institut médico-légal de Garches. Le corps de Jean-Bernard Wiktorska livre enfin sa vérité. En effet, le médecin légiste a découvert un détail capital. Et ce détail se trouve dans la gorge de la victime. Les médecins déterminent que le larynx est quasiment broyé. Le larynx est dans un tel état qu'il n'a pas pu être seulement provoqué par la chute de l'haltère en quelques secondes. La gorge fracassée, des fractures multiples. Alors, quelle est l'origine de cet acharnement? Pour le légiste, il n'y a qu'une possibilité. L'expert conclut qu'il a fallu vraiment appuyer très fort sur le larynx pour qu'il soit pour provoquer de telles lésions. C'est-à-dire que la barre a été tenue, a été maintenue et que l'on a pressé, un peu comme l'on presse une orange. Ça veut dire que forcément quelqu'un d'extérieur a occasionné lui-même une pression sur la gorge en vue donc de procéder à une strangulation par étouffement, quoi, en fait. Donc la mystérieuse inconnue qui avait prévenu la police avait raison depuis le départ. Jean-Bernard Wiktorska, l'ouvrier imprimeur, n'est pas mort d'un simple accident. Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre. C'est clair, nous sommes en présence d'un homicide volontaire. Nous sommes sur un acte volontaire d'avoir enlevé la vie donc à M. Wiktorska. Élément macabre, pour étouffer sa victime, le meurtrier a dû appuyer très longtemps sur sa barre. Il faut à peu près 3 à 5 minutes pour assassiner une personne de cette manière. Jean-Bernard s'est vu mourir parce que c'est une souffrance extrêmement longue. Et ce n'est pas tout. Les analyses complémentaires révèlent la présence d'étranges produits dans le corps de la victime. Jean-Bernard a absorbé un puissant somnifère, du Rohypnol, qui a été ingéré à dose massive. Le problème, c'est cette quantité de Rohypnol absorbée au moment
où l'on va faire de la musculation. Pourquoi? C'est totalement incohérent. Donc là, on peut considérer qu'il a été drogué. Une forte dose de somnifères mêlée à une quantité importante d'alcool. Ce cocktail dangereux a totalement paralysé Jean-Bernard. On avait probablement quelqu'un qui était amorphe en fait. La personne est complètement dans les vapes et elle est à la merci de n'importe qui puisqu'elle ne contrôle plus du tout ses mouvements, ses faits et gestes. Il a fallu forcément, à un moment ou à un autre, lui faire ingérer ces somnifères et lui faire prendre cet alcool. Tout ça est pensé, prémédité. Donc il ne s'agit pas du tout d'un meurtre qui intervient au cours d'une dispute. C'est quelque chose qui est pensé, pesé, évalué et planifié. Désormais, pour les enquêteurs, c'est une certitude. Le meurtrier avait tout prévu dans les moindres détails. Le crime était presque parfait, puisque à quelques minutes près, le corps de Jean-Bernard aurait été incinéré. Il n'y aurait eu aucune trace d'un quelconque assassinat. Ça a quand même bluffé les intervenants sur place, ça a quand même bluffé le médecin. Donc pour nous, c'était quand même une bonne mise en scène, en fait, quelque chose ça pourrait être quelque chose qui pourrait être tiré d'un roman, d'un livre, de quelque chose d'imagé, puisqu'en fait, c'est vraiment, on est dans cette logique de se dire oui, c'est un accident et ça a été reconnu par des professionnels quand même. Ce scénario presque parfait, Aurore Piana est certaine de l'avoir déjà vu quelque part. Mais où, elle ne s'en souvient plus. Jusqu'au jour où tout lui revient en mémoire, alors qu'elle regarde la télévision. Je suis personnellement tombée sur quelque chose d'extraordinaire en fait. Chez moi, je visionnais, j'apprécie particulièrement les policiers, notamment donc, notre ami Colombo. Lieutenant Colombo, officier de police, on vient de vous amener Madame Stafford, paraît-il. Ah oui. Souvenez-vous, Peter Falk, sa vieille voiture, sa vieille Peugeot, son imperméable fatigué. Ça va être toujours le travail de Colombo de détecter ce crime presque parfait. Je suis tombée sur l'épisode qui s'appelle donc Exercice fatal et je suis tombée en arrêt parce que j'avais devant ma télévision le même film que je venais de vivre avec l'affaire Viktorska. Aurore Piana n'en revient pas. Pour elle, aucun doute. L'assassin de l'imprimeur a copié point par point l'épisode de Colombo. Dans la réalité, Jean-Bernard Viktorska est retrouvé mort sur son banc de musculation. Dans la fiction, on assiste à la même scène. Bonjour. Bonjour, lieutenant. Bonjour. C'est arrivé dans la nuit. La maison était fermée et il était tout seul. Dans cet épisode, on retrouve le corps effectivement de la victime, assis sur un banc de musculation, l'haltère en travers de la gauche, etc. Et là, on était effectivement dans le même scénario. Deuxième point commun, dans la réalité, le médecin avait conclu à un malaise cardiaque. C'est exactement le même diagnostic dans la série télévisée. Il s'appelle Gene Stafford. Le gymnaste est à lui. Le portier a dit qu'il a travaillé tard dans la soirée. Il s'agit peut-être d'un accident ou d'une crise cardiaque. Enfin, troisième point commun, le mode opératoire de l'assassin. Dans la réalité, Jean-Bernard a été étranglé. Puis le crime a été maquillé en accident, tout comme dans la fiction. Le coupable, qui est joué par Robert Conrad, étrangle sa victime, ensuite le place sur le banc de musculation, va lui changer ses habits, lui faire vêtir des habits de gym et met la barre des haltères avec les haltères en travers de sa gorge. Pour faire croire à l'existence d'un accident de musculation. Mais jamais rien n'échappe au célèbre inspecteur Colombo, qui arrête toujours l'assassin à la fin. Non, monsieur, ça ne peut être que vous. Est-ce que les enquêteurs de la PJ de Versailles auront le même succès? En tout cas, une chose est sûre, ils ont face à eux un assassin redoutable. Très vite, une piste sérieuse se dessine.
Les policiers s'intéressent de près aux proches de la victime, notamment à Nadège Viktorska, l'épouse de Jean Bernard, une mère de famille sans emploi. C'est elle qui s'est inquiétée de son absence, c'est elle, avec son amie, qui a découvert le corps de son mari mort sur le banc de musculation, c'est elle qui a raconté qu'il avait voulu rester faire de la musculation alors qu'elle allait voir le feu d'artifice à Sarcelles. Automatiquement, Nadège devient la suspect numéro 1. À cet instant, les enquêteurs en sont convaincus. C'est Nadège qui aurait éliminé son propre mari. Et pour y arriver, la veuve éplorée n'aurait pas agi toute seule. Elle aurait eu forcément besoin d'un peu d'aide. On se pose aussi naturellement la question, comment une femme comme Nadège ait pu elle-même transporter ou conduire en fait son époux sur le banc de musculation. Elle ne peut pas avoir porté son mari qui, vu les traces de rohypnol, vu la dose de rohypnol et la dose d'alcool qu'il avait dans le sang, était inconscient, ça s'est avéré. Elle ne pouvait pas avoir porté le corps toute seule jusqu'au banc de musculation, l'avoir mis sur le banc de musculation et après avoir porté seule encore une fois les haltères de 50 kg pour lui mettre sur la gorge. Donc il y a eu forcément un complice. Qui est ce complice mystérieux? Pour le savoir, les enquêteurs surveillent Nadège, leur suspect numéro 1. Le 20 juillet 1995, après 2 jours de filature, ils repèrent la veuve à Paris, devant un immeuble où ils vont remarquer un curieux manège. Elle rentre dans l'immeuble, on ne la voit pas ressortir. Et quelque temps après, un monsieur un peu dégarni, d'un physique assez quelconque, descend, prend la voiture. Forcément, s'il a la voiture de Nadège, c'est qu'il la connaît. Aux yeux des policiers, cet homme est peut-être le complice qu'ils recherchent. Alors, ils décident de le suivre aussi. On part en filature derrière lui et vu son comportement sur le terrain, en fait, sur sa conduite, on se rend compte qu'on ne peut pas poursuivre cette filature parce qu'il est très méfiant. Alors pourquoi cet homme est-il si suspicieux? Qu'a-t-il à cacher? Prudents, les enquêteurs patientent jusqu'à son retour. On voit l'individu donc revenir dans ce domicile, on voit qu'il va à la même porte d'entrée, qu'il pénètre dans le même appartement que Nadège. Donc on décide à ce moment-là de procéder à l'interpellation et de pénétrer au domicile. La porte nous est ouverte par une personne qui s'identifie, une jeune femme en fait, qui s'identifie comme étant la propriétaire des lieux. C'est la surprise pour les enquêteurs. Ils n'avaient encore jamais vu cette personne. À ce moment-là, leur priorité, c'est d'appréhender Nadège et son éventuel complice. La veuve, l'homme mystérieux et la propriétaire de l'appartement. Les 3 personnes sont conduites en garde à vue. Nadège, l'épouse de la victime, est la première à être interrogée. Voici sa véritable photo, prise en garde à vue. C'est Aurore Piana elle-même qui a mené son audition. J'ai en face de moi quelqu'un, une femme qui ne sait pas tellement ce qu'elle fait là, pour quelle raison. Mais elle n'en croit pas un mot. Alors, elle change de stratégie et lui demande qui est l'homme interpellé avec elle dans l'appartement. Nadège présente l'homme comme un ami d'enfance et qui est là pour la soutenir dans le deuil qu'elle a connu. Cet ami d'enfance s'appelle Jean-Stéphane Cézelet. Et voici son vrai visage. Cet homme n'est pas un inconnu des services de police, bien au contraire. Les enquêteurs apprennent qu'il est en réalité un dealer en cavale depuis 9 mois. Et à leur grande stupéfaction, ils se rendent compte que c'est quelqu'un qui est un évadé, puisqu'il n'est pas revenu de sa permission
de la prison de l'île de Ré. C'est vrai que d'un coup, nous, on se retrouve confrontés donc à une personne avec une fiche d'évasion, en fait, qui aurait pu être potentiellement en fait, dangereux. Voire même très dangereux. Car Sesley est un hors-la-loi qui traîne un lourd passé judiciaire, selon les dires de son propre avocat, Maître Pelletier. Il y a 5 ou 6 condamnations à son casier pour des affaires qui ne sont pas des petites affaires, pas du tout. Monsieur Sesley a été condamné pour des braquages, du proxénétisme, des infractions aux stupéfiants. Son passé judiciaire démontre qu'il est capable de beaucoup de choses. Il a quasiment été condamné pour tous les délits possibles et imaginables, et il ne manque que le crime de sang. Pour nous, ça reste le profil idéal pour avoir participé donc, à cet homicide. Sesley serait donc le parfait complice. À peine assis devant le policier, l'homme va faire une incroyable révélation. Il avoue que Nadège est bien plus qu'une simple amie. Il a dit assez fièrement même qu'il était l'amant de Madame Nadège Wiktorska. Il dit qu'il vit un moment de bonheur avec Nadège, qu'il voit les enfants, comme c'était quelque chose de bien pour elle, d'agréable pour lui. Et là, il n'a pas de retenue dans ses auditions. Je veux dire, il expose vraiment ce bonheur, il l'étale en fait. Et il en est fier. 8 mois avant le crime, Nadège et Sesley deviennent amants. Cette liaison passionnelle, Martine Moulinier, voisine et amie de longue date de Nadège, s'en souvient très bien. Ils s'entendent bien, ils sont souvent ensemble. Bon, il a fait beaucoup de prison, il s'écrivait en prison. Elle ne le lâchait pas, disons, elle avait toujours correspondu avec lui. Et chose étonnante, les deux amants vivaient leur relation au grand jour. Tout le monde était au courant, sauf le mari. Il ne se cachait pas du tout. Pour elle, c'était normal qu'elle avait un amant. Hein, elle ne le cachait pas aux enfants. Les deux frères, Benjamin et Romain, se rappellent parfaitement de cette liaison. Sesley tentait même de remplacer leur vrai père. Ouais, passer du temps avec, plus de temps avec lui qu'avec notre père. Un jour, je lui ai demandé, mais j'ai refusé. Hein. Mais il nous avait posé la question si on pouvait l'appeler. Ouais, papa. Mon frère, je crois que ça l'avait mis hors de lui, quoi. Et donc, il a dit non. Puis moi, je suivais mon frère, moi, donc je savais pas trop où le mettre, tu vois, donc je dis non. D'avoir une personne extérieure à la famille comme ça, tellement proche, qui se prend pour notre père et... Non, c'est plutôt flou. C'est pas sain. Sesley connaissait non seulement les enfants de Nadège, mais aussi son époux Jean-Bernard. En clair, l'amant et le mari étaient amis. Il s'est déjà rendu au domicile et qu'il a été présenté par cette dernière comme un ami. Donc nous, la situation devient un petit peu plus complexe, c'est-à-dire qu'on a un amant introduit dans l'environnement, dans la bulle familiale. Ils vont être même quelquefois compagnons de beuverie. Donc tout ça fait une relation, un triolisme plutôt étrange et inhabituel, puisque c'est au vu et au su de tout le monde. Face à cet étrange trio amoureux, les policiers restent perplexes. Et les révélations ne s'arrêtent pas là. Car l'amant va avouer que le 14 juillet, le jour de l'assassinat, il a déjeuné chez Nadège et Jean-Bernard. Il arrive quand même à lâcher quelque chose sur l'affaire parce qu'il reconnaît en fait que ce 14 juillet, il était bien présent au domicile du couple Wiktorska. Sesley prétend quitter le couple vers 15 h parce que la discussion tourne un peu à l'aigre. Jean-Bernard est un peu insultant, épris de boisson. Et Sesley prétend qu'il est parti sur Paris. Malheureusement pour lui, il est incapable de fournir un alibi aux enquêteurs.
À ce moment des interrogatoires, les policiers imaginent très bien le scénario d'un crime passionnel, c'est-à-dire la maîtresse et l'amant qui assassinent le mari pour s'en débarrasser, et l'amant qui envisage de prendre la place du mari dans la vie de Nadège. L'étau se resserre autour des deux amants. Mais les policiers n'ont toujours pas l'ombre d'une preuve. Alors Aurore Piana va réinterroger Nadège, et ça marche très vite. Elle craque. Il a déclaré, Cézlet, que vous étiez son amant. C'est inscrit là. Elle s'effondre, elle n'a pas tenu, je veux dire, très longtemps dans ce mensonge. Alors que va révéler Nadège? A-t-elle vraiment assassiné son mari? Ou est-elle une faible femme manipulée par son amant? Elle avait une espèce de fascination pour Cézlet. Il disait, elle faisait. Elle est embarquée là-dedans et elle y va, quoi. Et pourquoi l'amant a-t-il copié un épisode de Columbo? Vous le saurez dans un instant. Nadège est accusée d'avoir assassiné son mari Jean-Bernard, sans doute avec l'aide d'un complice. Après avoir menti à l'inspecteur Aurore Piana, cette fois, la veuve craque. Elle s'effondre, elle n'a pas tenu, je veux dire, très longtemps dans ce mensonge, et là, elle tient à nous expliquer toute sa vie, et elle me relate en fait sa vie maritale. En garde à vue, Nadège raconte son calvaire. Vivre avec son mari était un enfer. Ça te fait rire, toi? Jean-Bernard était un bon buveur, donc très gentil homme à jeun, mais malheureusement, quand il avait bu, il devenait fou, il devenait violent. Donc c'est vrai qu'avec la violence, ça dégénérait beaucoup, quoi. Envers les enfants aussi. C'est beaucoup de tension, beaucoup d'engueulades. Et des fois, ça se répercute sur nous, sur mon frère et moi. Donc, voilà, on subissait les pots cassés, quoi. Nadège ne supporte plus la violence de son mari et raconte tout à son amant. Selon elle, Cézlet décide alors d'agir et lui offre une issue radicale. Son amant, M. Cézlet, lui a proposé de faire quelque chose au motif que lui l'aimait tellement qu'il ne supportait pas la vie qui était la sienne, le calvaire qu'elle vivait, et qu'il lui a proposé d'abréger ce calvaire. T'es pas ton mari, je vais m'en occuper. Cézlet lui donne une solution. C'est pas le quitter, c'est le tuer. Nadège n'est pas vraiment contre, mais elle a peur. Alors pour la rassurer, son amant lui fait une promesse un peu spéciale. Il lui a assuré d'ailleurs à maintes reprises qu'il n'y aurait aucun problème, qu'il gérerait bien et que si elle se conformait bien donc à ce qu'elle lui demandait, dans le temps, dans le timing, dans la réalisation, il n'y aurait pas de problème et les choses se passeront très bien. Bref, il lui promet de commettre le crime parfait. Pour les policiers, tout devient limpide. C'est l'amant qui a tout organisé et c'est l'amant qui a assassiné le mari. Mais l'homme nie tout en bloc. J'ai rien à faire dans cette histoire. Lui ne se démonte pas, il leur dit que tout ça n'est que mensonge. Pourtant, un témoignage clé va accabler l'assassin présumé. Souvenez-vous, lors des interpellations, une troisième personne a été arrêtée. Cette jeune femme s'appelle Elisabeth. Elle connaît Cézlet depuis longtemps. Ces derniers jours, elle l'hébergeait pour le dépanner. Et devant les policiers, elle fait une révélation stupéfiante. Un mois avant le drame, Cézlet avait déjà un premier projet criminel. Cézlet lui a demandé de le mettre en contact avec un de ses amis médecins qui est cardiologue à Marseille. Cézlet téléphone à ce cardiologue à Marseille. Elle l'entend se présenter comme un scénariste d'une chaîne de télévision pour réaliser un scénario de crime parfait. Elle entend ça, elle est surprise, elle le connaît depuis longtemps, il ne lui a jamais parlé de ce projet. Ce projet semble sérieux.
car Cézelet pose des questions précises sur un produit mortel, le chlorure de potassium. C'est en fait un produit qui, injecté dans le corps, va de suite opérer un arrêt cardiaque. Et surtout, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est de savoir quelle peut être la conclusion du médecin légiste. Et le cardiologue va dans le sens de ce que voulait entendre Cézelet, ce que pensait Cézelet, à savoir, c'est le crime parfait. Aucune trace dans l'organisme, arrêt du cœur. Mais voilà, d'après le médecin, ce crime n'est pas tout à fait parfait. Il comporte un léger défaut. C'est que bien évidemment, pour pouvoir injecter cette substance, il faut utiliser une aiguille. Or, une aiguille, ça laisse une marque, un traumatisme sur la peau qui est détectable. Le témoignage d'Elisabeth est crédible, car les policiers ont trouvé une preuve accablante de cette conversation. On va retrouver dans la poche d'un manteau, je crois, de M. Cézelet, un petit bout de papier avec la liste des questions qu'il avait préparées à l'attention du cardiologue de Marseille, ami d'Elisabeth. Donc son petit listing, son petit questionnaire est là. Il n'avait plus qu'à remplir les cases. Ce morceau de papier, en fait, nous a conforté dans l'idée, en fait, du machiavélisme de Cézelet et de sa détermination à commettre donc l'irréparable sur M. Victorska. Alors Cézelet abandonne définitivement le chlorure de potassium. Pour le faux scénariste, c'est trop risqué. Nous sommes à la mi-juin. Cézelet cherche toujours la recette du crime parfait. Et c'est la télévision qui va lui offrir la solution. Un jour, l'homme tombe sur l'épisode « Exercice fatal » de Colombo. Là, c'est le déclic. Pour Cézelet, tout y est. Il ne manque qu'à acheter l'arme du crime. Et ça tombe bien car Jean-Bernard a besoin d'un banc de musculation. Effectivement, il avait des problèmes de dos et qu'un médecin lui avait conseillé effectivement de faire de la musculation. Cézelet connaît les problèmes de dos de l'imprimeur. Il va en profiter. Il va convaincre Nadège d'offrir à son mari l'arme qui va le tuer. Nadège offre ce banc de musculation à son mari pour la fête des pères. C'était un moment de joie, un moment de joie familiale, mais ce cadeau était en réalité prévu dans le but d'assassiner plus tard Jean-Bernard. Tout marche comme prévu. À présent, les amants diaboliques doivent choisir une date. Le 14 juillet, jour de fête nationale, semble être idéal. D'abord, on s'organise pour que ce soit un jour férié. Un jour férié où on est sûr que Jean-Bernard sera présent au domicile. On organise les choses pour que les enfants ne soient pas présents. Les enfants ont été déposés chez un couple d'amis, donc éloignés du domicile familial pour éviter qu'ils puissent être témoins et tout du moins qu'ils puissent être gênants dans l'organisation de ce dessein criminel. Un dessein criminel selon Nadège, préparé et exécuté minutieusement par son amant. Ce jour-là, tout est mis en place. Le matin, Cézelet emmène sa future victime faire la tournée des bars. Le piège se referme sur Jean-Bernard. Et Cézelet l'incite à boire, lui paye tous les coups, lui dit allez, on est là, on s'amuse, c'est le 14 juillet, c'est la fête, tu travailles pas, on est entre nous, il a puis un verre, 2 verres, 3 verres, et visiblement Victorska se laisse facilement convaincre. Puis, Cézelet et Jean-Bernard rentrent pour le déjeuner. Là, comme prévu, l'amant passe à la vitesse supérieure. À un moment donné, Cézelet s'écarte un petit peu de la table de la cuisine. C'est là que Cézelet décide de prendre les cachets de Rohypnol.
Il les écrase, il les glisse dans le verre, sachant que Jean-Bernard est déjà bien saoul de tous les verres qu'il a bu auparavant dans les bars. Il avale son verre sans méfiance et voilà, le tour est joué. Il tombe dans l'inconscience comme les deux amants l'espéraient. Cézelet décide de prendre les choses en main et de l'emmener sur son banc de musculation. Mais avant d'exécuter la phase finale de son plan, Cézelet doit régler un détail crucial. L'homme ordonne à sa complice de quitter les lieux, car elle ne doit pas être suspectée. Là encore, l'amant copie Colombo, et cette fois, il va s'inspirer de l'alibi de l'assassin. Dans la fiction, le meurtrier étrangle sa victime et lui passe un faux coup de fil un peu plus tard pour ne pas être soupçonné. Alors Jean, où êtes-vous? À la salle. Mais vous savez l'heure qu'il est? Alors, vous ferez des haltères une autre fois. Faites attention. N'y allez pas trop fort, vous avez passé large. C'est vous que ça regarde. Au revoir. Il est cinglé. Il travaille comme un forçat toute la journée. Et au lieu de se reposer, il remue les poids. Dans la réalité, Nadège va aussi utiliser le téléphone pour se forger un alibi. Pour le meurtre de Jean-Bernard, ce sera une autre forme d'alibi téléphonique. Nadège va avoir un alibi en béton armé. Elle est chez une amie et elle appelle en s'inquiétant du sort de son époux qui ne répond pas au téléphone. Tu vois, c'est seul, c'est ça. Nadège, à l'extérieur de son domicile, ne peut donc pas être suspectée d'avoir tué son mari. Et pendant qu'elle téléphone, son amant va achever Jean-Bernard. Cézelet va appuyer la barre avec les haltères. Une haltère qui pesait 50 kilos. Il lui met sur la gorge et il l'écrase. Quelques minutes plus tard, Jean-Bernard meurt. Pour Cézelet, la réussite est totale. Mais il doit accomplir encore un dernier acte, avertir Nadège. Lors de cet appel, il lui dit clairement, les choses sont faites. Sous-entendu, ça y est, ton mari est mort, je l'ai tué. Nadège n'a plus qu'à faire semblant de découvrir le corps de son mari et de jouer les veuves éplorées. Ce 14 juillet, elle a vraiment suivi à la lettre le scénario de son amant. Face à ces terribles aveux, les policiers sont abasourdis, car l'assassinat de Jean-Bernard était parfaitement minuté. C'est très méticuleux, c'est très pensé, c'est très structuré. Les policiers sont face à une machination diabolique. Mais Cézelet nie encore tout en bloc. Pourtant, et la justice va s'en rendre compte très rapidement, il a bien confessé son crime à quelqu'un. Et cette personne qui a recueilli ces incroyables confidences, vous la connaissez déjà. Ce n'est autre qu'Elisabeth. Souvenez-vous, c'est Elisabeth qui a hébergé les amants diaboliques après le crime. Et c'est elle qui maintenant va faire des révélations étonnantes. Cézelet lui a fait des confidences juste après le drame. Il lui avoue que c'est lui qui a tué Jean-Bernard, qui l'a achevé. Il va même lui fournir un détail complètement hallucinant. Il va lui dire que ça a été très long. La mise à mort de Jean-Bernard a été très longue et qu'il lui aurait même supplié d'aller plus vite pour le tuer. La jeune femme est effrayée, mais aussi tourmentée. Car pour elle, il est impensable de laisser ce crime impuni. Elisabeth, en fait, n'a pas supporté l'idée d'héberger chez elle un assassin. C'était quelque chose pour elle d'inconcevable, d'immoral, qui l'a conduit donc à faire preuve de courage. Mais comment dénoncer l'assassin? Elisabeth est terrifiée. Elle sait que Cézelet est un homme dangereux. Alors elle décide d'alerter la police sans dévoiler son identité.
C'est donc elle, l'auteur du fameux coup de fil anonyme, à l'origine de toute l'enquête. Et c'est donc grâce à elle que les amants diaboliques ne sont pas arrivés à leur fin. Un peu plus tard, Elisabeth accepte finalement de rapporter les aveux de Sesley à la justice. C'est la reconnaissance par Sesley d'être l'auteur de l'assassinat. Quelque chose qu'il ne nous avait pas dit devant nous. Donc elle apporte l'élément, elle, de dire oui, à un moment donné, il a reconnu être l'auteur de cet assassinat. Désormais, Elisabeth est le témoin capital du dossier. Un atout majeur pour les policiers et pour la justice. L'affaire est en passe d'être bouclée. Mais rapidement, les policiers s'aperçoivent que le mobile du crime n'a rien à voir avec une histoire d'amour. Jean-Bernard avait souscrit une assurance vie. Le bénéficiaire, bien évidemment, est Nadège. Et cette assurance vie n'est pas d'une petite somme. En effet, le montant s'élève à plus d'1 demi-million de francs, soit 75 000 € que Nadège a voulu toucher tout de suite après le décès de son mari. Même pas 24 heures après, elle va à l'agence de la compagnie d'assurance et demande le déblocage des fonds. Elle avait même contacté les employeurs de son mari, Jean-Bernard, pour voir si elle ne pouvait pas, là encore, récupérer quelque argent en guise d'indemnisation à la suite de sa mort. La violence de Jean-Bernard n'était donc pas le seul mobile. Les amants diaboliques se sont débarrassés du mari, également pour de l'argent. Du côté des proches, c'est l'incompréhension. En fait, elle n'avait rien à foutre de ses enfants. Tout ce qui l'intéressait, c'était Sesley et le pognon. Quand on est une mère, on ne fait pas ça. Enfin, la priorité, c'est la sécurité de ses enfants, l'amour qu'on a pour ses enfants. Donc en arriver là, ben non. Enfin, moi, je trouve dégueulasse, quoi. Tu crois vraiment pour 500 000 francs, la vie de quelqu'un... elle vaut ça? Non, elle vaut pas ça, la vie de quelqu'un, elle vaut plus cher. Surtout la vie de mon père. Surtout la vie de mon père, elle vaut plus cher. L'aîné Benjamin et son petit frère Romain sont plongés dans le désespoir. Quand on découvre que notre mère est une meurtrière, c'est plutôt difficile à y croire. J'avais envie de la tuer. Ouais, j'avais envie de la tuer. Sur le coup, j'avais envie de la tuer. Cette colère ne faiblira pas. Au final, les deux frères seront confiés à la DAS, dans un foyer. Après 5 années d'instruction, Sesley est renvoyé devant les assises pour l'assassinat de Jean-Bernard Wiktorska. Nadège, sa maîtresse, pour complicité d'assassinat. Un crime incroyable, calqué sur l'épisode Exercice fatal de Colombo, mais qui a échoué dans la réalité. À l'audience, personne ne se doute alors qu'un nouveau drame va se jouer. Le 27 octobre 2000, le procès s'ouvre devant la cour d'assises du Val d'Oise, à Pontoise. Tout le monde n'attend plus qu'Elisabeth, le témoin capital de toute cette affaire. Mais voilà, la jeune femme ne viendra jamais. On apprend une nouvelle bouleversante, c'est que le principal témoin à charge, Elisabeth, s'est suicidée. Et je dois dire que là, c'est un silence de plomb qui s'est imposé à toute la salle. Nous étions, je crois, tous émus. Mais pourquoi Elisabeth s'est-elle suicidée la veille du procès? Dans cette lettre que nous avons retrouvée, sa mère explique son geste et rapporte les propos bouleversants de sa fille. Maman, c'est affreux.
Je ne peux supporter d'être à l'origine de ces menaces. Si je meurs avant le procès, je ne compromettrai plus la sécurité des miens. Mais qui a donc menacé de mort Elisabeth et ses proches? Il s'agit bien de Sesley lui-même, alors qu'il était en prison. Les lettres de menaces qu'il fait parvenir à Elisabeth sont d'une grande violence parce qu'il la traite de salope, il lui demande de revenir sur sa version. Il va la menacer de représailles si jamais elle maintient ses déclarations. Il lui dit « Je suis en prison, mais j'arriverai à te tuer ». Du fond de sa cellule, Sesley met ses menaces à exécution. Grâce à un codétenu qui a retrouvé la liberté, l'amant de Nadège va intimider Elisabeth à distance. Fin août 1995, la jeune femme est menacée devant chez elle. Malgré les menaces verbales, Elisabeth ne recule pas. Le 7 septembre 1995, 3 semaines après le crime, Sesley va aller encore plus loin. Elisabeth a failli mourir ce soir-là. Alors qu'elle se trouve dans la cage d'escalier de son immeuble, 2 individus, vraisemblablement les mêmes que précédemment, dont un armé d'une arme tranchante en fait, lui assène d'un coup à la gorge. Et en se protégeant, en fait, en mettant la main devant son visage pour se protéger d'un coup plus fort, elle est blessée à la main. Elisabeth a failli être défigurée, mais elle s'en sort vivante. La jeune femme ne reconnaîtra jamais son agresseur. Sesley, quant à lui, est clairement identifié comme le principal responsable. Car un courrier qu'il a transmis à l'un de ses complices l'a trahi. Reste une question. Comment un détenu censé être surveillé peut-il tenter de neutraliser un témoin capital? Monsieur Sesley a pour lui que c'est un vieux briscard de la pénitentiaire qui connaît parfaitement les ficelles du fonctionnement du milieu carcéral et que voilà, donc il sait comment s'y prendre pour prendre l'ascendant sur les autres, pour obtenir des choses. Malgré les lettres de menaces, les agressions, Elisabeth maintient son témoignage, coûte que coûte, avant de craquer sous la pression. Finalement, Elisabeth, qu'a-t-elle fait? Si ce n'est que de dire la vérité, elle en a payé de sa vie. Le témoin principal de l'accusation disparaît. Mais l'avocat général, lui, ne recule pas. Ça m'est pas souvent arrivé de demander la perpétuité, parce que c'est quand même une peine énorme. La perpétuité, c'est le maximum. Bon. Et là, moi, ça m'apparaissait, compte tenu de la machination criminelle qui était en œuvre et de la personnalité qui en était l'instigateur, ça me paraissait l'aboutissement. Après 3 jours d'audience, le verdict tombe. Sesley est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Quant à Nadège, son ancienne maîtresse, elle écope de 13 ans pour complicité d'assassinat sur son mari Jean-Bernard Wiktorska. En 2007, Nadège sort de prison. Son plus jeune fils Romain l'accueille malgré sa colère. Mais peu de temps après, elle se suicide chez lui, une overdose de médicaments. On voulait impliquer un peu tout le monde dans son malaise, dans sa descente aux enfers, on va dire. J'ai appris qu'elle s'est suicidée. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et on n'a pas pu se toucher que ça. C'était plutôt un soulagement qu'autre chose. Et non, c'était... voilà, c'était fini. En 2010, l'ancien amant de Nadège, Jean-Stéphane Sesley, meurt en prison. Aujourd'hui, Romain vit dans l'ouest de la France.
Son passé reste toujours très douloureux. Mais il espère refaire sa vie. Je vais pouvoir reconstruire tout ça. Ouais. À me trouver quelqu'un de bien, puis simplement qui me rend heureux. Qui me rend heureux, carrément. Quant à son grand frère Benjamin, il s'est exilé près de l'Australie. Et lui a déjà démarré une nouvelle vie. Je pense qu'on ne peut pas se laisser porter par les événements du passé. On doit toujours aller vers l'avant. Je pense que c'est la voie de la survie, je pense. Direction à présent la Californie, Los Angeles, pour faire la connaissance de deux adorables vieilles dames. Elles faisaient l'admiration de tout le quartier. La première s'appelle Hélène Gollet, 77 ans. La seconde, Olga Rutherschmidt, 75 printemps. Deux délicieuses mamies charmantes qui se sont occupées bénévolement des sans-abri pendant des années sous le regard attendri du pasteur de la paroisse. Nourriture, vêtements, logement, les deux grands-mères offraient tout aux SDF. Mais était-ce vraiment sans contrepartie ? En 1999 puis en 2005, deux clochards sont fauchés mortellement par un chauffard. Et avant de mourir, les deux vagabonds avaient souscrit des assurances-vie pour le compte justement de leurs deux bienfaitrices, qui avaient donc une manière bien à elles de pratiquer la charité. Voici Apparence trompeuse dans notre série Meurtre au féminin. En apparence, certaines femmes sont aimantes et dévouées, mais elles dissimulent leur vraie nature. Derrière leur masque sympathique se cachent de redoutables meurtrières. Hélène Gollet et Olga Rutherschmidt sont deux vieilles dames respectables qui prennent soin des sans-abri. Elle les réchauffait, leur donnait un abri confortable, les nourrissait, les habillait. Mais leur charité est calculée. Leurs protégés, des SDF, auraient mieux fait de refuser leur aide, car ils vont mourir. Mais je n'avais jamais travaillé sur une affaire où des êtres humains étaient hébergés, éduqués et nourris dans le seul but de les exécuter. Betty Lou Barker est une épouse charmante, mais elle dissimule de sombres penchants. Qui suspecterait de meurtre quelqu'un d'aussi adorable? Betty Lou est en réalité une redoutable veuve noire. Jimmy Dunn, son cinquième mari, va être victime d'une mise en scène machiavélique. J'ai reçu un appel ce matin-là. Jimmy Dunn s'était apparemment noyé par accident dans le lac de Cedar Creek. Kim Rico était une épouse comblée. Après 9 ans de vie commune, rien ne va plus entre elle et son mari. En général, quand on est malheureux en ménage, on demande le divorce. Mais ça ne suffisait pas pour Kim. La jeune femme a un amant et elle est prête à tout, même à assassiner froidement son mari la nuit de la Saint-Valentin. Une femme est arrivée à la réception de l'hôtel. Et elle a dit qu'il y avait le feu dans sa chambre. Hélène Gollet et Olga Rutherschmidt, Betty Lou Barker, Kim Rico. 4 manipulatrices qui ont tué de sang-froid par amour ou par cupidité. Hollywood, à Los Angeles, en Californie. Dans cette ville du glamour, les ruelles sombres cachent aussi des laissés-pour-compte, les sans-abri. C'est précisément dans un arrondissement pauvre que deux charmantes vieilles dames tendent la main au SDF. Hélène Gollet, 73 ans, et Olga Rutherschmidt, 75 ans. Elle les réchauffait, leur donnait un abri confortable, les nourrissait, les habillait. Mais ces gentilles grand-mères, toujours très chic, avec leur brushing impeccable, cachent bien leur jeu. On leur aurait donné le bon Dieu sans confession. Elle ne ressentait aucune culpabilité ni honte pour ce qu'elle faisait. C'est ce qui leur a permis d'agir aussi efficacement et aussi longtemps. Ces deux vieilles dames coupables de meurtre. C'est absurde. Juin 2005. Le corps sans vie d'un homme gît dans une ruelle déserte de Los Angeles. Cet homme de 50 ans s'appelle Kenneth McDavid. A priori, il a été écrasé par une voiture alors qu'il changeait la roue de son vélo. Le chauffard qui l'a percuté mortellement a pris la fuite. Quand le pneu percute sa poitrine,
Il écrase la cage thoracique, ce qui casse-côte, perfore les poumons et entraîne une importante hémorragie interne. Pourtant, un détail va interpeller l'un des enquêteurs. Le pneu n'était pas crevé, il n'avait pas besoin d'être changé et il n'y avait aucune pompe dans les parages. Autre élément étrange, quand la victime a été écrasée, elle était déjà allongée par terre. Quand on retrouve un corps sur la chaussée qui semble avoir été écrasé, je me demande toujours pourquoi il est allongé là. A-t-il été blessé avant qu'on le jette et qu'on lui roule dessus? Avait-il pris de la drogue ou de l'alcool ou quoi que ce soit qui ait pu altérer son jugement? Pour l'enquêteur, quelque chose cloche. Il découvre alors que McDavid, la victime, vivait dans la rue. Mais curieusement, quelques mois avant sa mort, le SDF avait trouvé, comme par enchantement, un toit. En fait, il vivait dans un appartement loué par Hélène Golay. Elle a pris soin de lui pendant 2 ans. Hélène Golay, l'une des 2 bénévoles de la soupe populaire. Et la police de Los Angeles va faire une autre découverte étonnante. Le clochard écrasé par un chauffard avait souscrit une assurance vie d'1 million de dollars. Étrange pour un homme dans le besoin. Peu à peu, on a récolté pas mal d'informations sur ces compagnies d'assurance. Et on a découvert qu'il y avait plein d'autres contrats au nom de Kenneth, avec Hélène et Olga comme seuls bénéficiaires. 6 millions de dollars, c'est le montant total de ces assurances. Et bizarrement, seuls les noms des 2 vieilles dames sont mentionnés dans tous les contrats. Hélène et Olga sont alors soupçonnées de fraude à l'assurance. Mais il y a plus intriguant. Pour toucher les millions de l'assurance vie, il y a une condition indispensable, que le SDF qui a signé décède. Dans la logique des choses, il n'y avait aucune raison de penser qu'elle survivrait à cet homme en bonne santé et 20 ans plus jeune qu'elle. Elles ont fait un investissement, et le seul moyen de l'amortir, c'était que McDavid meure. Donc soit c'est un homicide, soit ce sont les 2 femmes les plus chanceuses au monde. J'ai juste besoin de ta signature. D'accord. Mais la police manque encore d'éléments pour déterminer que la mort du sans-abri est un crime. Il faut absolument retrouver le chauffard. Il y avait une caméra de surveillance au coin de la rue. Et elle a filmé la voiture descendant la ruelle. Et la police va faire une découverte surprenante. Cette voiture appartient à l'une des mamies charitables, Hélène Golay. Les enquêteurs traquent alors le moindre indice. Pendant 2 jours, ils ont passé le véhicule au peigne fin. Ils l'ont soulevé. Ils ont relevé des éléments à analyser. Le labo a trouvé d'anciennes taches sombres sous la voiture. Et il s'est avéré que c'était du sang. La plupart des gens ne réalisent pas que des petits bouts de cheveux, de peau, de vêtements, et même une goutte de sang peuvent se déposer dans les moindres coins et recoins de la voiture. C'est très difficile à détruire, l'ADN. Ils m'ont appelé 1 ou 2 semaines plus tard pour me dire que le test était positif et que le sang correspondait à l'ADN de McDavid. À partir de là, ça a fait boule de neige. Le sang du SDF est retrouvé sous la voiture d'Hélène Golay. Une preuve incontestable de la culpabilité des 2 meurtrières, indifférentes à tout sentiment humain. Ces femmes étaient des sociopathes. Elles n'agissaient que pour leur bénéfice personnel aux dépens des autres. Mais comment des septuagénaires ont pu forcer un homme beaucoup plus jeune qu'elle à s'allonger par terre pour l'écraser? La police déniche la réponse au domicile d'Hélène. Nous avons trouvé une fiole contenant un mélange de médicaments écrasés délivrés sur ordonnance, qui, selon le médecin légiste, aurait pu assommer un homme. Et à l'autopsie, on a retrouvé cette même substance dans l'organisme de McDavid. Conclusion, la victime a bien été droguée avant d'être écrasée sous les roues de la voiture d'une des meurtrières. Mais l'enquête va révéler que ces grand-mères tueuses n'en sont pas à leur coup d'essai. La police fait un rapprochement effrayant. 6 ans plus tôt, en 1999, un autre sans-abri âgé de 73 ans, Paul Vados, a été retrouvé mort dans des circonstances similaires. Un dossier avait été classé sans suite.
Monsieur Vados a été tué d'une manière presque identique, renversé dans une ruelle sombre au milieu de la nuit. Il avait l'air d'un sans-abri. Deux vieilles dames étaient venues se renseigner. Elles voulaient voir le rapport d'enquête. Bien sûr, on a découvert plus tard qu'il s'agissait d'Hélène et d'Olga. Entre, voici ton nouvel appartement. Pas un voisin n'aurait imaginé que derrière ces deux grands-mères se cachent des tueuses de sang-froid. Ces deux septuagénaires auraient pu être mes grands-mères. Ça défiait toute logique. Que ce soit l'âge des suspects, leur sexe, la vulnérabilité des victimes, le montant des sommes escroquées, ainsi que le côté impitoyable de ces meurtres. Et pourtant... La vérité est inimaginable. Les victimes fragiles, exclues de la société, sont recueillies par Hélène et Olga. Leur seul objectif, tuer et s'enrichir sur le dos des SDF morts. Ce qui fait froid dans le dos dans cette histoire, c'est qu'Hélène et Olga aient pu entretenir des rapports aussi longtemps avec leurs victimes. Des rapports très proches, voire affectueux. Apparemment, des liens presque maternels s'étaient créés entre eux et pourtant, ça ne les a pas empêchés de les abattre froidement. À chaque fois, les deux vieilles dames font preuve d'une incroyable patience. Elles vont prendre soin des démunis pendant 2 ans. Pas par charité, mais pour rester dans le cadre de la loi et donc percevoir l'assurance vie de leurs victimes. Au regard de la loi, les contrats d'assurance vie sont difficiles à contester après 2 ans. Déjà fortunées, les deux retraitées aiment l'argent. Elles sont amies depuis plus de 20 ans et ce plan diabolique, elles l'ont préparé en duo. Hélène dédaignait tous ceux qui n'avaient pas autant d'argent qu'elle. Ils ne comptaient pas pour elle. Et quand quelqu'un ne compte pas, il est beaucoup plus facile de le tuer. Olga faisait tout pour ressembler à Hélène et pour l'impressionner. Mais elle était aussi coupable et diabolique qu'elle. Ensemble, elles sont allées au bout de leur cruauté avec pour seule motivation l'appât du gain. Quand elles ont commencé à se fréquenter, elles ont trouvé en l'autre le même besoin d'escroquer et de faire du mal. Hélène et Olga n'ont ressenti aucune culpabilité, ni remords, ni regret pour ce qu'elles avaient fait. Ce sont clairement des sociopathes. En 2008, 3 ans après leur deuxième meurtre, Hélène Golay et Olga Rutherschmidt sont condamnées à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Si certaines femmes tuent des sans-abri afin de gagner toujours plus d'argent, d'autres en revanche n'hésitent pas à se débarrasser de leur propre mari afin de toucher le pactole. 1982 au Texas, dans la petite ville de Gun Barrel City. Jimmy Dunbitz est pompier. Ce soir, après une dure journée de travail, il sort prendre un verre. Jimmy Dunbitz était un homme merveilleux. Il était apprécié de tout le monde. C'était un gars de la campagne pour qui tout le monde avait beaucoup de respect. Dans ce bar, il rencontre Betty Lou Barker, une charmante serveuse. Jimmy Dunn tombe immédiatement sous le charme de la jeune femme. Oh, Betty était très drôle et très jolie. Elle s'habillait avec beaucoup de style et elle dansait très bien. On passait d'agréables moments avec elle. 6 mois seulement après leur coup de foudre, Betty Lou et Jimmy Dunn se marient. Betty Lou était capable de montrer son meilleur visage aux gens qui comptaient pour elle. Elle leur souriait, elle les mettait à l'aise, elle les rendait heureux. Mais le nouvel époux qui nage dans le bonheur ne se doute pas que l'amour de sa femme n'est qu'une façade. Ce qui intéresse Betty Lou, la séductrice, c'est uniquement l'argent. Qui suspecterait de meurtre quelqu'un d'aussi adorable? Comme Jimmy Dunn est très épris de son épouse,
il ne pose aucune question quand sa nouvelle compagne lui demande de construire un puits dans son jardin. Il se met au travail. D'accord, large comme ça. D'accord, je vois. Vas-y, creuse. Ok. La construction de ce puits est la première étape du plan diabolique élaboré par Betty Lou afin d'éliminer son mari. Il ne le sait pas, mais il va creuser sa propre tombe. Les veuves noires peuvent facilement porter un masque et apparaître comme des personnes ordinaires aux yeux des autres. Les sociopathes sont très doués pour ça. Ils n'entendent pas de voix, ils n'ont pas d'hallucinations, ils ne tuent pas pour s'amuser ou pour le sexe. Leurs meurtres sont complètement dénués de sentiments. Jimmy Dunn est le 5e époux de Betty Lou. Le 4e compagnon de Betty, Doyle Wayne Barker, a disparu il y a 1 an, dans des circonstances que la fille de la veuve noire connaît. Elle a dit à sa fille qu'elle voulait absolument se débarrasser de lui. Alors sa fille lui a répondu « Divorce ». Mais Betty Lou a dit « Je risque de perdre la caravane. Avec l'hiver qui arrive, on va se retrouver dehors dans le froid. » Tu sais quoi, Shirley? Je vais tuer Wayne. Et Betty Lou va attendre que son 4e mari s'endorme tranquillement pour l'exécuter d'une balle dans la tête. Puis Betty oblige sa fille à l'aider à enterrer le corps dans son propre jardin. Betty était calme et concentrée. Elle n'a pas perdu son sang-froid. 1 an plus tard, son nouveau mari très fortuné, Jimmy Dunn, va connaître le même destin. C'était sûrement le plus riche de tous ses maris. Il possédait une maison qu'il avait fini de payer, un bateau qu'il avait également terminé de rembourser. Il y avait un intérêt financier certain à tuer Jimmy Dunn. Vas-y, fais un vœu. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. La veuve noire n'attendra que 6 mois après le mariage pour mettre son plan minutieux à exécution. J'ai reçu un appel ce matin-là. Jimmy Dunn s'était apparemment noyé par accident dans le lac de Cedar Creek. Le bateau de pêche du mari est retrouvé à la dérive sur le lac. Une embarcation déserte. Les recherches durent des jours, mais on ne retrouve aucun corps. Les policiers sont intrigués, et si ce n'était pas un accident? Déjà, ils ont trouvé ça étrange que Jimmy Dunn ait disparu alors que c'était un marin très prudent. Il ne prenait aucun risque. Betty ne réagissait pas comme une veuve en deuil. Elle a tout de suite demandé « Si on ne retrouve pas Jimmy Dunn, quand pourrais-je commencer à toucher les indemnités ?» Moi, ça m'a atterré qu'elle pense même à poser cette question. Ça ne faisait que 3 jours qu'on était à sa recherche. Betty Lou sait parfaitement où se trouve son mari. Et pour cause, son vœu a été exaucé. Comme prévu, l'homme a été enterré dans le puits que sa délicieuse épouse lui avait demandé de creuser. Pour ce nouveau mari disparu, Betty exige que son propre fils Bobby maquille le crime. Le fiston va alors placer les lunettes de son beau-père, son permis de pêche et ses pilules pour le cœur dans le bateau. Mets-les dans le bateau, ne discute pas. 2 ans plus tard, la disparition de Jimmy Dunn reste un mystère. Un crime presque parfait, mais la veuve noire va se trahir. Betty Lou séduit un autre homme. En plaisantant, elle lui dit avoir enterré son propre mari. Comme on dit, on finit toujours par payer pour nos péchés. C'est ce qui s'est passé pour Betty Lou. Il a suffi qu'elle parle un peu trop. Le nouveau compagnon ne saura pas tenir sa langue, il raconte tout à la police. La personne que j'ai eue au téléphone dit avoir appris par Betty Lou elle-même qu'il y avait un corps enterré sous son porche. C'était mon premier indice solide. Les policiers se rendent chez Betty Lou et ils n'en reviennent pas. Ce n'est pas un corps, mais 2 qu'ils vont déterrer. Celui de Jimmy Dunn Beats, dans le puits, et celui de Doyle Wayne Barker, dans le jardin. En général, on ne s'attend pas à ce qu'une femme ait tué 2 de ses maris dans la même maison, avec la même arme, sur une période de 3 ans. Lors de son procès, le passé trouble de Betty Lou refait surface. Ses 2 derniers maris ne sont pas ses seules victimes. Après s'être disputée avec son 2e époux,
Elle lui a tiré dessus. Elle lui a tiré dessus au moins 2 fois et elle a expliqué à la police que c'était pour se défendre. Mais on s'est toujours demandé pourquoi les balles étaient entrées par l'arrière de son crâne. L'homme a miraculeusement survécu et les jurés ne sont pas au bout de leur surprise. Ils vont apprendre que le 3e mari a lui aussi échappé de peu à la mort. Elle a tenté de le renverser avec sa voiture, mais il a réussi à sauter derrière un fourgon et ça lui a sauvé la vie. Je n'oublierai jamais le moment où je l'ai vu au procès. Je ne sais pas comment décrire le regard de cette femme. Elle semblait furieuse. Mais elle ne haussait pas les sourcils. Elle ne faisait qu'observer. En 1985, Betty Lou Beets est condamnée à mort. Elle sera exécutée par injection létale, 15 ans plus tard, le 24 février 2000. Si certaines femmes tuent leur mari par cupidité, d'autres le font par amour d'un autre homme. Elles préfèrent le meurtre au divorce. Dans quelques instants, vous verrez comment Kim Rico s'est débarrassée de son mari la nuit de la Saint-Valentin. Elle était déterminée à commettre ce meurtre, quoi qu'il en coûte. État du Maryland, aux États-Unis. C'est le week-end de la Saint-Valentin. Dans un hôtel, 2 couples d'amis dînent ensemble. Mais Kim, l'une des 2 épouses, n'a pas envie de célébrer cette fête des amoureux. Et pour cause, elle ne supporte plus son mari. En général, quand on est malheureux en ménage, on demande le divorce. Mais ça ne suffisait pas pour Kim. Et la jeune femme a justement choisi cette soirée pour se débarrasser définitivement de son époux. C'est le dernier coup de fil qu'on s'attend à recevoir au beau milieu de la nuit. Quand le téléphone sonne en pleine nuit, c'est jamais bon signe. Ma femme a répondu au téléphone, ça m'a réveillé. Et là, j'ai appris qu'il y avait eu un incident dans la chambre de Steve et Kim. Kim a demandé à ce qu'on descende le plus vite possible. Mike et Maureen sont très inquiets. Ce sont des proches de Steve et Kim. Un incendie vient de se déclencher dans leur hôtel. Ce week-end qui devait être romantique vire au cauchemar. Une femme est arrivée à la réception de l'hôtel. Et elle a dit qu'il y avait le feu dans sa chambre. Ma chambre est en feu. Il s'agit de Kim Rico. Son comportement intrigue la gérante de l'hôtel. Elle était très calme, pas du tout affolée. Ce n'est pas comme si elle tremblait ou si elle était sous le choc. Non, elle était calme. Vous êtes dans quelle chambre? C'est la première fois qu'il y a un incendie dans cet hôtel. Le personnel doit réagir vite. Des vies sont peut-être en danger. Dès qu'on s'est approché, il y avait une odeur dans l'air. On sentait que quelque chose brûlait quelque part. Oh mon Dieu! J'ai vu son visage, il était brûlé, c'était pire que tout. Je savais qu'à ce stade-là, c'était trop tard, il était mort. Le corps calciné appartient à Steve Rico, 35 ans. Le mari de Kim, la femme qui a donné l'alerte. Steve était mon meilleur ami depuis le collège. Ça peut paraître bête, mais il était le frère que je n'avais jamais eu. Et ce sont les Miller qui ont présenté Kim à Steve. Kim était quelqu'un de très sociable, de très ouvert. Elle était très sympathique. Tout le monde l'appréciait. Ma femme a organisé leur rencontre. Il est tombé fou amoureux d'elle. Il l'a trouvée très séduisante. Ils ont tout de suite accroché et ils ont commencé à sortir ensemble. Quand les Miller apprennent la mort de Steve, bouleversés, ils se précipitent pour apporter leur soutien à Kim. Mais visiblement, elle n'en a pas besoin. Je pensais vraiment qu'elle serait hystérique d'avoir perdu son mari dans de telles circonstances. Mais pas du tout. Au contraire.
9 ans après leur rencontre, si Steve est toujours très amoureux de Kim, la jeune femme, elle, est devenue froide et distante. Et quelques mois avant le drame, Mike avait reçu un appel troublant de son meilleur ami. Kim l'avait menacé de demander le divorce. Il était bouleversé. Il pleurait, sa voix tremblait. Il ne voulait pas la perdre. Elle était toute sa vie. En fait, Kim est tombée amoureuse d'un autre homme, plus jeune et plus séduisant. C'est avec Brad, un marin de 23 ans, qu'elle voulait passer cette Saint-Valentin. Kim a écrit une lettre à Brad le jour où elle est partie pour le week-end avec son mari. Elle lui disait à quel point elle l'aimait et qu'elle avait hâte de passer le reste de sa vie avec lui. La jeune femme ne veut pas attendre de divorcer. Alors elle trouve une solution beaucoup plus radicale pour écarter son mari devenu trop encombrant. L'assassiner. La sympathique mère de famille va se transformer en une meurtrière, froide et calculatrice. Elle était déterminée à commettre ce meurtre, quoi qu'il en coûte. Kim a tout planifié. Alors quand les enquêteurs l'interrogent sur cet incendie mortel qui ressemble à un terrible accident, elle leur raconte sa version des faits. Elle a déclaré qu'il était un peu ivre Steve, arrête ça! et qu'il voulait faire l'amour. Non, j'ai dit non! Ils se seraient disputés et elle aurait quitté la chambre quelques heures. Elle aurait pris sa voiture et elle se serait perdue. Et quand elle serait revenue à l'hôtel, elle aurait vu la chambre remplie de fumée et elle serait allée chercher de l'aide. Mais plus l'enquête avance, et moins le scénario inventé par Kim Rico est crédible. Et même Mike Miller, le meilleur ami de Steve, a de sérieux soupçons. Ils ont dit que c'était Steve qui avait déclenché l'incendie à cause d'une cigarette mal éteinte. Steve ne fume pas. Depuis que je le connais, je ne l'ai jamais vu fumer une seule cigarette ou un cigare. Il ne supporte pas les gens qui fument autour de lui. Il s'agissait clairement d'une mise en scène. Il y avait des bouteilles de bière vides par terre et un paquet de cigares. Étrange pour un homme qui n'a jamais touché un cigare de sa vie. Et pour ce qui est de l'alcool, les analyses sanguines prouvent qu'il n'était pas ivre le soir du drame. L'autopsie du corps va faire d'autres révélations troublantes. Le corps de Steve a été retrouvé dans un incendie. La première question à laquelle je dois répondre en tant que médecin légiste, c'est l'incendie est-il la cause de la mort? Étant donné qu'il n'y a pas de suie dans les voies respiratoires et que les poumons sont intacts, je peux affirmer que Steve est mort avant le début de l'incendie. L'incendie devait donc permettre de détruire le corps. Reste toujours un mystère. Comment est mort Steve Rico, le mari? La police a une petite idée. Kimberly Rico était technicienne de bloc. Elle travaillait pour les urgences des hôpitaux locaux de Washington, D.C. L'infirmière avait donc accès facilement à toutes sortes de produits dangereux. Elle a donc pu se procurer une substance létale utilisée par les anesthésistes, la succinylcholine. Elle s'est faufilée dans sa chambre et lui a injecté la substance avec une seringue hypodermique, sachant très bien que l'incendie effacerait toute trace de piqûre. C'est la seule explication logique, la seule cause probable de la mort de Steve Rico. Il n'avait aucun problème de santé. Ses organes étaient en parfait état. Il n'y avait aucun signe de traumatisme. C'est donc forcément ça. Cette substance, parfois mortelle, provoque une paralysie de tous les muscles du corps. La victime finit par s'étouffer à mesure que la paralysie gagne ses muscles respiratoires. Mais elle reste consciente pendant qu'elle s'étouffe. Je me demande ce que Steve a dû ressentir quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus bouger. De la panique, j'imagine. Et la succinylcholine ne peut pas paralyser la terreur. Parce qu'elle rêvait de son amant et qu'elle ne voulait plus de son époux, Kim a infligé une mort cruelle à son mari. Elle lui a injecté de la succinylcholine. Elle l'a regardé s'étouffer et elle l'a immolé par le feu. Comment peut-on être aussi insensible? À aucun moment, le mari ne s'est douté de la trahison de sa femme qu'il adorait.
Le plus triste dans cette histoire, ce qui m'a le plus touchée, c'est de savoir à quel point son mari l'aimait. Il ne voulait pas la perdre, et il faisait tout ce qu'il pouvait pour arranger les choses. Mais elle l'a quand même tué. Kim Rico a été reconnue coupable du meurtre de son mari et emprisonnée à vie. Suspect numéro 1 est maintenant terminé. Vous pouvez voir ou revoir ce magazine sur Internet, sur le site de TMC. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.